Et on vous retrouve donc, docteur Dorothy Hachu. Bonjour, merci d'être avec nous, chef de l'équipe maladies tropicales et à transmission vectorielle au bureau de l'OMS pour l'Afrique. Vous intervenez depuis Kigali au Rwanda. Vous participez précisément à une conférence internationale sur le palu. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, journée mondiale, une journée qui a été initiée en 2001 par l'OMS. L'idée de départ, c'était quoi? De communiquer pour faire mieux en termes de prévention, éduquer pour mieux soigner. C'est un peu ça l'idée? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de rester, de mobiliser toutes les parties prenantes, et d'assurer que le paludisme reste vraiment au-dessous de l'agenda politique, que on sache que ça reste un problème et que les leaders et toutes les communautés qui sont affectées soient vraiment conscients du problème et prennent des actions conséquentes. Et depuis tout ce temps, depuis 2001, est-ce que vous avez le sentiment que cette communication a eu ses effets sur le terrain? Oui, nous avons réalisé quelques progrès, surtout dans l'utilisation des interventions. Si on prend seulement l'exemple des moustiquaires, l'utilisation des moustiquaires a beaucoup amélioré en Afrique, surtout en Afrique sous-saharienne. Nous sommes au-dessous de 50%. On aimerait que ça soit un peu mieux. Et nous avons aussi, sur la chimioprévention, beaucoup des enfants, presque 50 millions d'enfants, plus de l'objectif que nous avons préconisé dès le début, ont reçu des médicaments pour les protéger contre le paludisme pendant les saisons de haute transmission. Et il y a des améliorations dans le diagnostic, mais aussi dans la prise en charge des cas. Tous ces investissements, tous ces efforts ont amené à la prévention de millions de cas de décès qu'on devait avoir si rien n'était fait. Mais il y a encore beaucoup à faire, comme vous pouvez imaginer. On va regarder les chiffres dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais me tourner vers vous, Julia Siger, parce que c'est aussi ça l'intérêt des grandes pages, comme on le fait actuellement. Quels sont peut-être, quand on parle de palu et de malaria, quels sont les symptômes pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui qui doivent inquiéter? Alors justement, c'est ça qui est assez étonnant par rapport au paludisme, c'est que les symptômes peuvent être autant bénins que engager le pronostic vital. Les premiers symptômes, c'est vraiment effet grippal, hein, donc état grippal, fièvre, frisson, maux de tête. Et ensuite, les symptômes peuvent s'aggraver de manière considérable avec de la confusion, des convulsions, voire des difficultés à respirer. Et effectivement, il y a vraiment des populations à risque, on l'a dit, les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les voyageurs, mais aussi les personnes qui sont immunodéprimées, comme les personnes qui ont le sida et vivent avec le VIH, et donc ils ont beaucoup plus de chances de développer des formes graves. Et le problème, c'est que ces symptômes, effectivement, sont pas très spécifiques, donc il faut pouvoir les diagnostiquer rapidement parce que c'est une maladie, effectivement, qui est évitable, que l'on peut guérir. Alors le docteur Hachu vient de le dire, il existe des antipaludéens, il existe une lutte antivectorielle qui est extrêmement importante, qui a fait beaucoup avancer les choses. Donc c'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés, beaucoup de pédagogie au sein des familles, au sein des foyers, pour pouvoir gérer justement la transmission de cette maladie. Beaucoup de lutte aussi au niveau politique. Il faut une impulsion politique importante pour avoir une lutte vraiment contre les gîtes larvaires. Mais le seul problème avec la lutte antivectorielle, c'est que c'est un peu une lutte sans fin. Dès qu'on arrête les efforts, eh bien, l'épidémie reprend de nouveau, et c'est pour ça que les vaccins arrivent vraiment à point nommé. Alors justement, avant de parler des vaccins, on va regarder peut-être un peu plus précisément ces chiffres, puisqu'on a le temps. Les chiffres, les derniers en date qui nous parviennent, ce sont ceux de 2022. Docteur Dorothy Hachu, vous me corrigez si on n'a pas les bons chiffres. Le nombre de cas de paludisme dans le monde qui a atteint 249 millions, donc sur cette année 2022, 5 millions de plus que l'année précédente, 20 millions supplémentaires par rapport à 2019. Comment est-ce qu'on explique ces résultats? On a le sentiment que malgré des années d'efforts soutenus, le palu est aujourd'hui en recrudescence. Est-ce que c'est le cas et comment est-ce qu'on l'explique? Oui, tout à fait. Depuis 2015, nous avons constaté cette stagnation de l'évolution. La réduction a stagné à cause déjà l'utilisation des différentes interventions, mais beaucoup plus les résistances qui commencent à avoir l'impact sur l'efficacité des outils. La pandémie de la COVID-19 aussi a un peu
diminuer le progrès, et puis ça empêcher certaines interventions comme les campagnes de distribution de moustiquaires et les campagnes de chimie prévention ont été retardées à cause de la pandémie. Et ceci a créé une légère hausse. Donc, de façon générale, nous avons eu beaucoup de défis ces dernières années à adresser comme pays et comme région. Vous parlez du problème de résistance au traitement anti-paludique. Est-ce qu'on doit redouter à terme une perte d'efficacité des médicaments? Ça, c'est une question qui se pose pour de nombreuses autres choses. On sait aussi les antibiotiques, cette résistance qui est en question aujourd'hui. Oui, pour les médicaments, nous avons un début de résistance qui commence à être important, mais la résistance concerne beaucoup plus les insecticides. Donc, la lutte antivectorielle qui a rencontré les moustiques qui sont devenus plus résistants aux insecticides utilisés dans les moustiquaires et aux insecticides qui ont été utilisés aussi pour pulvériser les ménages. Donc, la résistance, ce qui fait un peu l'impact sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup plus la résistance des moustiques aux insecticides. Mais pour les médicaments, oui, nous avons beaucoup d'évidence que ça commence à être un problème réel en Afrique. Et nous sommes en train de nous organiser pour avoir les bonnes données qui vont nous informer afin de réviser ou bien de renforcer les politiques de prise en charge des malades. De grands espoirs reposent aujourd'hui sur ces vaccins. On va en parler tout de suite. Deux vaccins qui sont désormais accessibles sur le marché. Le premier qui est arrivé en 2021 et le dernier qui a été lancé en début d'année 2024. Peut-être un mot avec vous, Julia. De quoi est-ce qu'on parle précisément? On a le sentiment presque un siècle qu'on parle de cette vaccination contre le palud. Ça y est, on y est aujourd'hui. C'est très concret. Hein. Effectivement. Donc le tout dernier vaccin qui a été baptisé R21 a donc été développé par l'université britannique Oxford avec le distributeur indien Serum Institute, et ils vont expédier 25 millions de doses. Ça commence dès à présent, hein, là, au moment où je vous parle, eh bien, on est en train de commencer à distribuer des vaccins donc au Tchad, République centrafricaine, RDC, Mozambique et Soudan du Sud, suivi plus tard dans l'année de l'Ouganda et du Nigeria. Ils ont un taux d'efficacité, celui-ci et celui précédemment qui a été mis sur le marché, qui est à destination plutôt à titre préventif pour les enfants, que l'on appelle le RTSS. Ils ont tous les deux un taux d'efficacité de 75%, donc c'est assez élevé. Et effectivement, ça va vraiment pouvoir changer la donne dans les zones les plus humides, dans les zones les plus touchées par le paludisme. Mais encore une fois, un peu comme ce qu'a dit le docteur Achou, c'est que le problème, on avait besoin de ces vaccins parce qu'on arrive au bout de quelque chose avec la lutte antivectorielle. Les moustiques sont devenus résistants aux insecticides qu'on a beaucoup utilisés à travers les années. Je vous le disais, c'est un peu comme une lutte sans fin. Et donc le but, c'est vraiment d'avoir des mesures ciblées et surtout pérennes. C'est-à-dire qu'il faut une continuité, il faut que ce soit durable dans le temps. L'un des meilleurs exemples qu'on a aujourd'hui, c'est celui de la Chine. Dans les années 40, ils avaient environ 30 millions de cas annuels et ils ont vraiment créé un programme très intense, très important, où ils ont pris 500 scientifiques. Ils ont même créé un programme secret qu'on appelle le projet 523. 500 scientifiques qui ont finalement trouvé une molécule, vous le disiez, une molécule, l'Artemisia, qui est aujourd'hui à la base de tous les médicaments contre le paludisme. Ils ont créé vraiment une collaboration multisectorielle entre tous les ministères, beaucoup de financement. Enfin, vraiment, voilà. Et tout ça, ils l'ont fait vraiment dans le temps, sur les décennies. Aujourd'hui, ils sont exempts de paludisme. Donc, la volonté politique, le financement, c'est aussi un énorme sujet dans la lutte contre le paludisme. En fin janvier, le Cameroun, qui est l'un des pays les plus touchés par le palud, a mis en place sa première campagne mondiale de vaccination. Docteur Achou, auparavant, vous travaillez auprès du ministère de la Santé publique du Cameroun. Est-ce qu'on a déjà un début de bilan sur cette campagne de vaccination qui n'en est évidemment qu'à ses débuts? Oui, tout à fait. La campagne est à sa 3e mois. Et donc, les enfants qui ont reçu en fin février, en fin du mois, ils ont déjà commencé à prendre les deuxièmes doses.
Et nous voyons que plus de 20 000 enfants ont été vaccinés au Cameroun et la couverture s'est améliorée. Ça dépasse déjà 50% pour la première dose et la deuxième dose aussi s'améliore de jour au jour parce qu'il faut renforcer la communication pour que ces enfants reviennent pour le mois prochain pour prendre la deuxième et troisième dose. Et le booster aussi, je crois que c'est toute la difficulté de la vaccination en général et en particulier pour le palud, c'est que c'est quand même un processus complexe. Il faut d'abord déclencher un processus d'adhésion au sein de la population, ce qui n'est pas non plus aussi une évidence, mais faire revenir les gens 4 fois, j'imagine que c'est encore plus complexe. C'est complexe, mais c'est organisé pour le faire parce que ce n'est pas le premier vaccin qui demande les rendez-vous aux enfants. Donc, nous avons le vaccin Penta, qui est la rubéole, qui demande que les enfants reviennent après un mois. Donc, le système existe déjà et les programmes de vaccination sont déjà habitués. Mais le message que nous passons tout le temps, qu'en plus du vaccin, déjà, il faut finir tous ces rendez-vous des vaccins. Mais en plus, il faut continuer les autres interventions, surtout l'utilisation des moustiquaires, parce que malgré la résistance, nous avons introduit les moustiquaires plus efficaces maintenant. Et ils ont un grand impact. Donc, il faut combiner l'utilisation des vaccins avec les moustiquaires. Et il faut continuer même la chimioprévention. Donc, les enfants prennent la vaccination, ils prennent aussi le médicament. Et c'est la combinaison de toutes ces interventions et le recours précoce à la prise en charge des cas quand l'enfant est malade qui augmente les chances que cet enfant survive. Alors, il y a plusieurs choses que vous êtes en train de toucher du doigt. D'abord, peut-être parce qu'on ne l'a pas encore évoqué, on parle beaucoup des enfants parce que les premières victimes du palud, ce sont les femmes et les enfants. 76% des victimes n'est pas entré dans sa 5e année. Même pire, un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme pratiquement toutes les minutes selon précisément les chiffres de l'OMS. Si je vous suis bien, docteur Hachu, la seule solution par les injections n'est pas idéal, il faut élargir l'éventail. Vous parlez notamment de ces moustiquaires imprégnés d'insecticides, ces moustiquaires qui sont largement utilisés en Afrique, mais tout ce qui nous revient comme retour, ce sont les adultes essentiellement qui les utilisent et moins les enfants. Bon, nous avons, parce que les enfants sont les premiers cibles, les groupes les plus vulnérables, il y a toutes les activités qui sont faites pour améliorer la couverture chez les enfants. Vous voyez, en plus des campagnes, lors des programmes élargis de vaccination, ces enfants reçoivent aussi les moustiquaires pour compenser, pour remplacer les moustiquaires qui sont déjà détruits. Donc, on fait un effort continu. Et elles sont utilisées concrètement ou pas? Oui, l'utilisation est mesurée aussi tous les 3 ans, parfois tous les 2 ans. Et on a les chiffres qui portent certains endroits à atteindre 70%, mais le moyen dans la région, c'est 53% pour l'utilisation des moustiquaires par les enfants. On va revenir à l'utilisation et l'arrivée des vaccins sur le marché finalement assez récente. On va faire une illustration avec la Côte d'Ivoire, puisque l'Afrique subsaharienne est le continent et la partie la plus touchée du globe, le pays qui paye le plus lourd tribut face au palud, le continent qui concentre à lui seul 94% des cas et 95% des décès. On va justement retrouver à Abidjan tout de suite Julia Guggenheim, qui est notre correspondante. Bonjour Julia, on prend le pouls à vos côtés. Quelle est la situation déjà en Côte d'Ivoire et quels espoirs suscités aujourd'hui par ces vaccins? Eh bien, le paludisme en Côte d'Ivoire, il faut dire que ça reste un fléau majeur. C'est un des 10 pays au monde avec le plus grand nombre de cas et avec la plus grande mortalité. En 2023, on comptabilisait 1485 décès, ce qui veut dire que chaque jour, le paludisme tue environ 4 personnes dans le pays, dont 3 enfants. C'est également le premier motif de consultation dans le pays. Une personne sur 3 qui va chez le médecin ou dans un centre de santé s'y rend pour le paludisme. Alors effectivement, dans ce contexte, on comprend que le vaccin suscite de grands espoirs.
d'autant que la semaine dernière, le directeur du programme national de lutte contre le paludisme a annoncé que ça y est, la Côte d'Ivoire y était éligible. Le pays va donc commencer à recevoir le vaccin en juillet. Et la campagne de vaccination devrait débuter normalement au mois d'octobre 2024 pour les enfants de moins de 5 ans. Alors, ces vaccins, ils ont été administrés déjà à 2 millions d'enfants lors de sa phase pilote lancée en 2019 au Kenya, au Malawi et au Ghana. Il a été validé l'année dernière et il est en cours d'acheminement dans 28 pays, dont 13 pays africains. La Côte d'Ivoire, elle a mis en place une stratégie de lutte contre le paludisme nommée Zéro Palu, qui ambitionne de réduire de 80% la mortalité due au paludisme d'ici 2030. Et jusque-là, ce plan, il s'appuyait donc sur la gratuité des soins et du diagnostic et sur la distribution, vous l'avez évoqué, la distribution de moustiquaires imprégnés, et ainsi que sur la chimioprévention pour les enfants et les nourrissons. C'est une stratégie qui avait permis de réduire de 50% la mortalité entre 2017 et 2020, mais depuis, eh bien, les chiffres ils stagnaient, voire ils augmentaient un petit peu. Donc, on comprend bien que l'arrivée du vaccin est perçue ici comme cruciale justement pour atteindre ces objectifs et endiguer le fléau dans le pays. Voilà, ambition zéro palu affichée par certains d'ici à 2030. Docteur Hachu, on a parlé évidemment des avancées, des moyens mis en œuvre, notamment de ce vaccin, de ces vaccins, de ces moustiquaires également, qui reste l'un des premiers moyens fiables avec la médication. Il y a quand même des craintes qui sont suscitées aujourd'hui par notamment le réchauffement climatique dont on parle beaucoup ici sur France 24, la migration des moustiques vers le nord. On va peut-être regarder de nouveau cette carte du monde du palu. Le palu est essentiellement concentré sur les régions du sud, le fameux sud global comme on l'appelle. Est-ce qu'il y a un risque de voir des cas de palu remonter là aussi vers le nord ? Oui, il y a toujours des risques parce qu'il y a les mouvements des populations. Et les moustiques existent dans ces différents pays qui ont déjà éliminé le paludisme. Donc, chaque pays doit vraiment évaluer la probabilité et la réceptibilité de ces moustiques parce que ça dépend des espèces qui sont là. Et si on ne fait pas attention aux voyageurs avec les changements climatiques, ça va favoriser le développement de ces moustiquaires qui portent les parasites. Donc, c'est une lutte qui doit aller au-delà des frontières. On doit avoir les règlements internationaux pour les voyageurs et on doit contrôler les frontières, surtout dans les pays qui ont déjà éliminé le paludisme. Et ça, c'est une vraie question qui se pose. Julia Siger, je me tourne vers vous. On a la veille du coup d'envoi des Jeux Olympiques parisiens. Ça va évidemment attirer beaucoup de monde, ce genre d'événement qui amène la foule, mais aussi les moustiques. On l'a bien compris, ennemi numéro 1 ici quand on parle de palu. Mais il y a aussi d'autres maladies comme la dengue ou Zika qui sont transmises par les moustiques. Et c'est pour ça que, au-delà du vaccin, que les scientifiques cherchent d'autres solutions pour éradiquer ces maladies vectorielles. Oui, et c'est aussi parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, dans la lutte antivectorielle, on voit qu'on arrive face à un mur. Les insecticides fonctionnent moins bien, les antibiotiques, les molécules fonctionnent moins bien. Donc, l'idée, c'est de trouver des moyens pour éradiquer complètement le fait de pouvoir transmettre cette maladie. Et l'une des pistes, c'est effectivement ce qu'on appelle le forçage génétique. Donc, une première technique qu'on a, c'est la paratransgénèse, où on va infecter le moustique pour qu'il soit incapable de porter le parasite qui est responsable de la maladie dans ses intestins. C'est inoffensif pour le moustique. Mais la deuxième technique qui est plus controversée, c'est celle justement du forçage génétique, d'aller justement avec les ciseaux à ADN, aller changer la génétique du moustique pour qu'il ne puisse pas se reproduire, donc se débarrasser complètement d'une population de moustiques. Alors, ça peut ne pas avoir d'impact si on s'attaque à une population de moustiques qui n'a rien à faire là, comme par exemple le moustique tigre qui aujourd'hui est en France. Mais ça pose énormément de problèmes éthiques malgré tout, parce qu'on ne
sait pas finalement quel sera l'effet papillon. Vous le savez, les moustiques, ils pollinisent énormément de plantes, ils constituent une source de nourriture et donc dans la chaîne alimentaire, ça peut créer des effets néfastes. Je vous donne un exemple. Au Burkina Faso, Target Malaria, ils ont changé le génome donc de 10 000 moustiques qu'ils ont relâchés dans la nature. Et bien la population s'y est opposée. Pourquoi ? Parce que quand vous relâchez ces moustiques dans la nature, vous ne pouvez pas les rappeler. Donc s'il y a un problème, voilà, vous vous trouvez coincé. Et puis, alors vous avez certaines entreprises qui ont trouvé des subterfuges. Ils donnent des fluorescents à ces moustiques. Donc les moustiques deviennent fluorescents. Ça permet de savoir qui on a relâché dans la nature. Mais ça reste un problème. Il y a un gros problème d'acceptabilité sociale. Je voudrais juste revenir sur ces nouvelles technologies. Il y a aussi l'IA qui va nous aider peut-être à trouver de nouvelles molécules. Vous le disiez, on n'a pas trouvé de nouvelles molécules depuis des siècles. Depuis la pénicilline, vraiment, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a beaucoup d'études qui sont faites aujourd'hui sur le mycélium, les champignons aussi, avec beaucoup d'espoir de trouver justement des nouvelles molécules. Mais c'est vrai que pour l'instant, la réponse immédiate, ça reste le vaccin, ça reste la lutte antivectorielle et avec aussi certains de ces projets qui sont en expérimentation aujourd'hui sur la modification du génome des moustiques. Merci beaucoup, Julia Siger. Julia Guggenheim, également, qui était avec nous depuis Abidjan. Et puis vous, docteur Achou, merci d'avoir été notre invité du jour pour cette large page consacrée à la Journée internationale de lutte contre le palu.